L'âge industriel s'accompagne d'une nouvelle hiérarchie sociale. Enrichis par l'industrialisation, les grands patrons d'usines, du commerce et les banquiers dominent la société. Ils deviennent la classe dirigeante et constituent la bourgeoisie. Leurs valeurs reposent sur le travail et l'épargne. Ils deviennent un modèle pour les classes moyennes naissantes, constituées des professions libérales, avocats, médecins, notaires, des fonctionnaires et des commerçants. Le technicien, l'employé, le contremaître constituent une classe moyenne industrielle. Les paysans forment encore la majorité de la population. Cependant, la place des ouvriers grandit. La misère extrême se développe. Les ouvriers ont des vies difficiles. Les journées de travail sont longues, 12 à 15 heures par jour, au rythme des machines. Les salaires sont bas, les crises entraînent du chômage. Les ouvriers ne disposent d'aucune protection sociale. Les femmes et les enfants, qui commencent à travailler très jeunes, dès l'âge de 6-7 ans, sont une main-d'œuvre sous-payée, très souvent utilisée dans l'industrie textile. Les ouvriers des villes s'entassent souvent dans des quartiers ouvriers insalubres. Le XIXe siècle connaît une croissance urbaine. Certaines villes, comme Paris ou Londres, voient leur population multipliée par 2. Cette augmentation de la population s'accompagne d'une extension territoriale des villes, à l'image de Londres au XIXe siècle. La croissance de la population urbaine implique des transformations qui font entrer les villes dans l'ère de la modernité. Prenons l'exemple de Paris. En 20 ans, entre 1841 et 1861, la population a presque doublé. Napoléon III décide de transformer Paris pour en faire un modèle d'urbanisme et d'hygiène. Des travaux ont lieu de 1852 à 1870. Il s'agit de faire de Paris une ville embellie, une ville agrandie et une ville assainie. Napoléon III confie l'essentiel des travaux de transformation au préfet Georges-Eugène Haussmann. La ville est entièrement repensée. L'idée est de restructurer Paris en de larges avenues. Des quartiers entiers sont éventrés et ces démolitions spectaculaires laissent place à de larges avenues. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le nombre de gares augmente, passant de 7 en 1849 à 50 en 1900. Paris est doté de 2 poumons verts qui sont redessinés, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Des parcs et des squares sont créés, comme le parc Monceau, Montsouris et les Buttes-Chaumont, soit au total 1834 hectares d'espace vert. Autre aspect des transformations, la gestion de l'eau avec un nouveau réseau d'induction et l'assainissement avec un vaste réseau d'égouts de 600 km. Les campagnes connaissent elles aussi des transformations au cours du XIXe siècle. Les migrations vers les villes, en raison d'une demande de main-d'œuvre pour l'industrie, poussent à la modernisation de l'agriculture. Progressivement, de nouvelles cultures sont introduites, notamment les cultures fourragères. Avec la deuxième industrialisation et le développement de la chimie, les engrais chimiques commencent à être utilisés et la mécanisation fait une entrée timide au début du XXe siècle. La croissance démographique, qui a commencé dans la première moitié du XVIIIe siècle, s'accélère au XIXe siècle. La population de l'Europe passe d'environ 195 millions d'habitants en 1800 à 422 millions en 1900. L'augmentation de la population s'explique par le recul de la mortalité. Les populations sont dans l'ensemble mieux nourries grâce à la hausse des productions agricoles. La santé, elle, s'améliore en raison des progrès de l'hygiène et de la médecine. Si la mortalité diminue, la natalité, elle, reste très élevée jusque dans les années 1870-1880. La conséquence de ces deux phénomènes démographiques est un accroissement naturel très important. Entre 1820 et 1920, plus de 60 millions d'Européens ont quitté le continent. Ce sont surtout des populations d'Europe du Nord-Ouest,
britanniques et allemands, et à partir des années 1880, des Italiens et des Slaves, des populations d'Europe de l'Est. L'essentiel de ces migrants s'installe dans des pays neufs. Plus de la moitié s'installe aux États-Unis, suivi du Canada, de l'Argentine, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi une telle émigration européenne ? Il existe plusieurs réponses. D'abord et surtout, les départs s'expliquent par la croissance de la population européenne. L'émigration est en quelque sorte une soupape démographique. Les crises agricoles sont une autre cause de cette émigration. La maladie de la pomme de terre, à partir de 1845, entraîne une grave famine qui pousse de nombreux Irlandais à migrer vers les États-Unis. Les crises économiques et les violences contre les Juifs d'Europe de l'Est sont une autre cause. Les pays neufs, en quête de main-d'œuvre pour mettre en valeur leur territoire et pour l'industrie, accueillent ces migrants. Et la navigation à vapeur, à partir des années 1870, facilite les trajets.